Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e épisode de The Little Big Show. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours du sous-préfet de La Réunion, chargé de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse et à la politique de la ville, Monsieur Gilles Trémont. Bonne écoute. Alors qu'en fait, on se rend pas compte, mais des fois, quand on prend le temps de faire un petit arrêt sur image, Ouais. regarder en arrière, On a un peu le vertige des fois. ça fait du Dis, bien. putain, j'ai fait tout ça. Voilà, c'est ça. Donc là, par contre, vous parlez pas assez, vous n'êtes pas assez dans le micro. Là, je parle pas assez. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Quand vous parlez, c'est bon. Ouais, il faut que je parle. Alors, il faut que j'oublie pas de parler dans le micro. Ouais, parce que moi, je vais tendance à avoir à parler une conversation normale et c'est vrai que vous n'allez pas entendre. Ok. Bon, allez, on commence. Ok. Monsieur Trémont, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Là, on est dans Je vous en prie. dans les locaux du secrétariat général. On est dans les locaux de la préfecture, à l'hôtel Ouais. Joinville, et dans les locaux du sous-préfet chargé de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse. D'accord. Donc là, vous venez de vous présenter, professionnellement. Oui. Voilà. C'est Olivier Bajard qui m'a soufflé votre nom. Vous avez quelque chose à dire sur Olivier Monsieur Bajard, c'est quelqu'un d'assez iconoclaste. C'était un directeur général d'une société d'un bailleur social, la SHLMR, mais qui est aussi passionné que moi par les gens. C'est-à-dire que c'est un bailleur social qui ne s'occupe pas forcément que des murs ou des appartements qu'il loue ou qu'il construit, mais il a une passion pour les gens qui y habitent. Voilà, un petit peu comme moi, j'ai un peu la passion des gens. Du coup, on s'est retrouvés, on est devenus amis. Voilà, et puis on a la même vision rencontrés comment de la politique. Bon, on s'est rencontrés. Écoutez, quand je suis arrivé à La Réunion, j'ai dû faire une inauguration de logement de la SHLMR. C'était à Saint-Denis et c'était pas loin de l'espace Océan. Et puis on a commencé à discuter. J'ai trouvé que les bâtiments qu'il livrait étaient bien. Et puis j'ai trouvé son discours très très bien, c'est-à-dire un discours centré encore une fois sur les gens qui allaient habiter dans ces logements et non pas juste se féliciter que les logements étaient beaux, que les murs étaient jolis, que les couleurs étaient belles et que ils étaient agréables à vivre. Mais il se mettait à la place des gens qui allaient habiter dedans. Ça m'a beaucoup plu. Donc on s'est revus sur plusieurs opérations et c'est devenu un de mes partenaires principaux dans le cadre dans la mise en place de la politique de la ville à La Réunion. C'est-à-dire que partout où il y a des logements SHLMR, les SHLMR, grâce à Olivier Bajard et à ses équipes, parce qu'il a su les former pour ça, m'accompagnent et accompagnent les collectivités, les mairies, dans la mise en place de la politique de la ville, au profit des habitants. Ouais, j'ai vu qu'il y a, du coup, vous vous occupez de 49 quartiers prioritaires. Oui, 49 quartiers prioritaires de la ville. 163 500 personnes. Absolument. Et c'est quoi votre objectif sur ces gens-là ? L'objectif, alors attendez, ça c'est très très ambitieux comme... Moi je viens du privé, donc on parle toujours d'objectifs, désolé. Mais... non, mais vous avez raison, il y a un objectif, bien sûr. L'objectif, c'est de changer l'image des quartiers de la ville. Vous savez ce que c'est que les quartiers prioritaires de la ville ? En gros, c'est les quartiers pauvres, faut parler cash. C'est les quartiers où on concentre, on a tendance à concentrer les gens qui ont les plus faibles niveaux de revenus, les gens qui sont au chômage, les familles monoparentales, etc. Et on arrive à faire des quartiers qui sont un petit peu, où on peut être un peu en désespérance. Le but, c'est de redonner aux gens l'envie d'y croire et puis surtout de démontrer aux autres, à l'extérieur de ces quartiers, que dans ces quartiers, il y a autant d'intelligence et autant de richesse humaine que dans les quartiers dits chics ou bourgeois, ce que vous voulez. Les jeunes sont aussi passionnants que ceux qui font des grandes études. Simplement, il faut leur donner peut-être un peu plus de moyens. Et on a des gens qui sont extrêmement attachants, qui ont une richesse humaine qui est formidable. Et ces gens-là, il faut s'en occuper. Donc mon objectif, si vous voulez parler en termes d'objectif, c'est, pas tout seul bien sûr, moi mon objectif c'est de mettre en place et de rendre cohérente et lisible les politiques publiques pour construire avec ces gens-là une nouvelle image de leur quartier. D'accord. Et là, j'ai besoin des bailleurs sociaux, d'où ma rencontre avec Olivier Bajard. Mais je ne peux pas aussi oublier les autres bailleurs sociaux qui sont... alors lui, il donne un petit peu là parce que c'est vraiment un phénomène, cet Olivier-là. Mais les autres, voilà, il y a aussi la SIDR qui est un gros bailleur social et qui fait des gros progrès dans l'accompagnement de la politique de la ville.
Ça leur demande un changement de culture, parce qu'ils partent de beaucoup plus loin. C'est des opérateurs historiques. Et puis la Cémadère, la Cédré, la Sodiac, la CEMAC, Sodégis, voilà, tous les bailleurs sociaux. Et on les cite tous. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié. Il y en a 7. Donc s'il y en a un que j'ai oublié, je vais me faire taper sur les doigts. Mais non. Donc là, c'est Gilles Trémont, professionnel. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... on va repartir, on prend la machine à remonter le temps et on repart seulement on pouvait. Quelques années en arrière. Vous venez d'où ? Moi j'ai été élevé à Marseille. Vous êtes né à Marseille ? Ouais. Enfin, alors, je suis pas né à Marseille, j'ai honte. Parce que je suis né à côté de Paris, mais j'étais tout petit. Mon père était ingénieur EDF et se baladait beaucoup. Et tout petit, j'ai été à Marseille. Donc j'ai été élevé à Marseille, j'ai grandi à Marseille jusqu'à l'âge de 15 ans. Et pour moi, ma ville, c'est effectivement ma ville d'adoption et de cœur, c'est un peu Marseille. Voilà. Vous voyez, je suis derrière l'OM, comme beaucoup de Réunionnais d'ailleurs. Grâce à Dimitri Payet, tout le monde s'intéresse à l'OM ici. Et donc, vos parents faisaient quoi ? Mon père était ingénieur EDF, donc je crois qu'il a fait à peu près toute la France. Ma mère s'occupait de mes frères et sœurs et de moi-même, ce qui nécessitait pas mal de travail parce qu'on était une famille de 9. Oui, c'était une grande famille. 9 frères et sœurs. Voilà. Ce qui fait que j'ai jamais... Et vous étiez dans quelle position ? Le dernier. D'accord. Voilà. Le dernier, la position, selon comment on le prend, la plus sympa ou la plus difficile. La plus sympa parce que on a l'attention, l'amour exclusif quasiment de ses parents, de ses frères et sœurs. On est couvé, choyé, etc. Et puis un peu difficile parce que le petit dernier, toujours, il en prend plein la tête. On attend de lui qu'il soit... voilà. Alors d'abord, les autres se moquent de vous parce qu'ils disent « Ouais, t'es un petit gâté ». Donc j'ai vécu avec ça aussi de la part des autres. Et puis que, on est le dernier, donc on a tendance à penser qu'on doit être un peu irréprochable, toujours, on doit justifier l'amour qu'on a placé en nous, que mes parents ont placé en moi. Et vous sentiez une pression plus que les autres ? Non, j'ai une enfance parfaitement heureuse que je souhaite à tous les enfants qui naissent, quoi. Faite d'amour, de prévenance et tout. Non, j'ai une enfance particulièrement heureuse. Mais pour revenir au métier de mes parents, je vais vous raconter toute une petite anecdote. Je me suis fâché avec l'armée quand j'ai fait mes 3 jours parce que il fallait... quand la mère, souvent c'était les femmes encore à l'époque, je suis commencé à être assez ancien, qui ne travaillaient pas, il fallait mettre profession de la mère néant. Voilà. Enfin, et j'ai refusé devant les militaires, j'ai dit je ne mettrai jamais que ma mère fait néant. Voilà, parce que ma mère, elle a élevé 9 enfants, dont moi. C'est plus ce qui est un énorme travail. Voilà, c'était beaucoup plus que 35 heures, même que 49 heures, même que 60 heures à l'époque. Mon père étant très occupé, ma mère s'occupait de tout ça, faisait tourner la maison. Et j'ai dit aux militaires, vous mettrez néant si vous voulez, mais moi, je ne mettrai jamais néant en face de profession de ma mère. Voilà. Ce n'est pas une profession, c'est vrai, mais elle travaille certainement plus que beaucoup de gens qui ont un métier. Oui, bien sûr, je comprends. Et donc, enfant, vous étiez quel type d'enfant ? Sage, turbulent, curieux ? Je pense que j'étais un peu très curieux. J'ai toujours été très curieux. J'étais pas un très bon élève à l'école. J'étais assez paresseux, ce qui fait que je faisais toujours le minimum pour arriver là où je voulais, mais pas plus. Voilà, ce qui exaspérait mes parents, mes profs, toute mon enfance. Dans toutes les matières ? Partout. Alors ça dépend, mais un peu comme tout le monde. Si j'avais un prof que j'aimais, il y a eu des profs que j'ai adorés, qui m'ont marqué. Et là-dedans, j'avais 18, 20. Puis les profs qui étaient un peu plus quelconques, j'avais ce qu'il fallait pour passer la classe supérieure. J'ai jamais redoublé, j'ai jamais raté un examen de ma vie, parce que j'ai toujours fait ce qu'il fallait juste pour l'avoir. Mais on peut me reprocher de ne pas en avoir fait plus. Et donc, vous saviez pourquoi vous n'aviez pas envie de cartonner les notes ? Parce que je ne voyais pas l'intérêt, je voulais faire le minimum pour avoir ce qu'on me demandait de faire. Quand on est enfant, souvent on ne comprend pas pourquoi on travaille. Ouais. Bon, il faut faire des devoirs, il faut apprendre le calcul, les maths, l'histoire, la géo, le français et tout. Et quand on est petit, il faut dire ce qui est. Des fois, on ne comprend pas vraiment la finalité de tout ça. Souvent, on considère qu'on a tellement de choses à voir, tellement de jeux à faire, tellement de monde à découvrir que, passer du temps dans une salle de classe. Donc j'avais compris quand même qu'il fallait que je le fasse, parce que d'abord, ça faisait plaisir à mes parents et j'adorais mes parents. Mais voilà, je faisais un peu le minimum. Et puis j'étais très curieux, j'aimais beaucoup
j'aimais beaucoup. Mes parents aimaient se promener, faire des marches, donc je marchais beaucoup. Je faisais du sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais un peu touche à tout. C'est-à-dire j'ai fait beaucoup de sport. J'ai jamais excellé dans un sport, mais j'ai toujours fait des sports pour les découvrir et m'amuser avec. D'accord. Il y a toujours de la curiosité. Voilà. En fait. Et à quoi pas une de mes questions, c'est à quoi passiez-vous votre temps, donc à part faire du sport et aller à l'école? Alors à lire beaucoup, parce que j'avais la chance d'avoir un père qui était très très cultivé et qui avait une immense bibliothèque. Donc dès que j'ai été en âge de savoir lire, quand j'ai commencé par les oui-oui, et un peu comme tout le monde, les clubs des 5, et puis après, quand je me suis mis à approcher la littérature vers une dizaine d'années, mon père a commencé à me faire lire des livres. Et j'allais voir mon père et il me disait, tiens, lis ça, tu devrais lire ça. Alors j'ai découvert Jules Verne, j'ai des souvenirs, j'ai rêvé pendant des heures en lisant Jules Verne. Et j'ai lu quasiment tous les livres de Jules Verne. Et voilà, vraiment, c'était quelque chose, comme j'étais curieux, que ce soit L'île mystérieuse ou Un milieu sous les mers, c'était voilà, je changeais de monde et je m'évadais par la lecture. Et c'est quoi le livre dont vous vous souvenez que votre père vous a proposé de lire et vous avez le plus profond souvenir ou qui vous a le plus marqué? Alors celui qui m'a le plus marqué, j'étais un peu plus grand, je devais avoir une vingtaine d'années, il m'a fait découvrir Albert Cohen, Belle du Seigneur, Manche-Clou, Les Valeureux, Ô vous frères humains, qui est un merveilleux écrivain. Donc ça c'est une découverte qui m'a marqué. Mais après, il y en a tellement d'autres. Il m'a fait découvrir Anatole France, il m'a fait découvrir Balzac, il m'a fait découvrir Zola, Victor Hugo, évidemment, qui m'a marqué beaucoup. Tous les classiques français. Et après, ça m'a donné cette curiosité. Maintenant, je lis beaucoup, mais je découvre des auteurs. Je ne suis plus dans les classiques, je découvre des auteurs fantastiques. Donc, voilà. J'aime toujours beaucoup la lecture, même si je n'ai pas encore beaucoup le temps de lire, parce que souvent, je lis le soir. J'ai besoin de lire chaque fois que je m'endors, quelle que soit l'heure, mais souvent... Les journées sont telles, surtout à la Réunion, que je lis au bout de 2 pages, je tombe, ce qui fait que je mets un temps infini à lire un livre, ce qui me désole, sauf quand je suis en vacances. Ah oui, ça fait 600 et quelques pages par an. Oui, non, parce que pendant les vacances, je me rattrape après. Quand je pars en vacances, je peux mettre 2-3 heures de suite sur mon livre. Bon, j'espère que vous avez assez de vacances alors. Pas trop, mais bon. Et donc vous finissez votre enfance à Marseille? Non, parce qu'à 15 ans, vous partez, mais vous partez où? Je pars à Brive-la-Gaillarde. Voilà, parce que mes parents étaient du centre. Ce qui fait que vous avez un mélange d'accent alors. Voilà, sud-ouest, matinée de sud-est avec une pointe. Voilà. Mais quand je suis à Marseille, je me mets à parler avec l'accent marseillais, c'est terrible. Puis quand je suis dans le sud-ouest, je me mets à parler avec l'accent du sud-est. Parce que j'ai une qualité mais c'est un don, donc j'y suis pour rien, mais j'ai une excellente oreille. Ce qui fait que j'ai tendance à reproduire très très bien ce que j'entends. Du coup, voilà, j'ai cet accent-là. Alors, mes parents sont partis. Ma mère était du Lot et mon père était originaire du Cantal. Et entre le Lot et le Cantal, finalement, vous avez Brive-la-Gaillarde. Et du coup, comme mes parents étaient assez âgés quand je suis né, et ils ont décidé de prendre leur retraite quand j'avais 15 ans, à Brive-la-Gaillarde. Et là, j'ai découvert le rugby. Voilà. D'accord. Belle découverte alors. Et oui, à Marseille, je faisais du foot, c'est normal. Ouais. Puis à Brive, j'ai fait du rugby, c'est normal aussi. Et là, fallait plonger par terre, mais pas pour simuler. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un métier que j'ai. Alors là, pas un métier, pardon, un sport que j'adore. Je regarde, je loupe pas un match de rugby à la télé. J'ai joué, pareil, comme je vous l'ai dit, pas de manière excellente. J'ai joué beaucoup en universitaire et puis dans un club civil à Brive. Et c'est un sport que j'ai adoré parce que là, par contre, et là je reviens au métier, à ce qui m'a dirigé peut-être dans ma carrière et dans ma vie, c'est la cohésion. Je trouve ça fantastique, une équipe qui joue. Voilà. Une cohésion d'équipe, jouer ensemble, de manière solidaire, ensemble, pour aller vers le même but. Et plus au rugby qu'au foot, parce qu'au rugby, c'est un contact physique. On se tient physiquement ensemble et on se percute physiquement avec les autres. Donc ça a été une révélation, le rugby, pour moi, comme école de la vie et de ce que doit être la vie presque. C'est-à-dire le combat, mais en même temps la solidarité. Et puis le combat social, avec du respect. On ne tue pas les autres, on se plaque. Voilà, on essaye de s'éviter. C'est un sport d'évitement avant tout, avant d'être un sport de contact.
On s'évite, il y a des contacts, et à la fin, on se serre tous la main et on va boire un coup ensemble. Voilà. C'est fantastique. Et donc, vous avez fait quoi comme terminale? Vous étiez plutôt dans une voie scientifique ou une voie... Alors, c'était une voie un peu bâtarde, où je faisais à la fois des maths, D'accord. un peu de manière renforcée, des sciences, et beaucoup de littérature. Voilà, c'était une voie qui était à l'époque, c'était c'était B, mais avec beaucoup de A et beaucoup de C. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait A, B, C. Il y a A, c'était... non, vous n'avez pas connu ça. Il y avait le bac A, c'était littéraire pur. Il y avait le bac C, c'était scientifique pur. Il y avait le bac B, qui était sciences éco, avec un peu de trucs. Et j'avais pris des maths renforcées là-dedans. Et j'avais pris aussi des cours en plus de... On avait la possibilité de faire du français et de la philo en plus. Voilà. D'accord. Et donc, d'où ça vient le fait que vous ayez atterri ensuite à l'École nationale des services du Trésor? C'est un peu long à expliquer, mais je vais essayer de vous le faire de manière résumée. Je me destinais en fait, je voulais passer l'ENA ou l'École nationale de la magistrature. Quand j'étais en fac, j'étais dans une fac de droit et de sciences économiques. Et puis, le prof nous avait dit... vous voulez préparer ces concours, c'est très bien, mais entraînez-vous, passez des concours administratifs de catégorie A, ça vous fera un entraînement. Vous voyez, donc il faut passer, il y avait à l'époque concours d'inspecteur des douanes, inspecteur du trésor, inspecteur, je ne sais plus, de la poste, enfin il y avait tous les concours d'inspecteurs de catégorie A, administration, et je m'étais inscrit à celui-là, sans du tout le travailler. Et puis, je vous passe le détail, je l'ai eu, sans rien faire, c'est-à-dire j'ai l'écrit. Mes parents m'appellent, le courrier arrive à la maison, formidable, tu es admissible, il faut que tu ailles à Bordeaux passer l'oral, bon, formidable. Je travaille rien du tout, je dis bon, je vais juste faire un tour de piste, je vais à Bordeaux, je passe l'oral. Manque de bol, mes parents reçoivent la lettre par laquelle je suis admis au concours d'inspecteur du Trésor. Et je vous ai dit que j'avais des parents qui étaient âgés, donc j'étais le dernier d'une famille de 9. Mes parents, à l'époque, c'était en 83, absolument. 83, donc mon père avait 73 ans et ma mère 63 ans. Et j'étais leur dernier souci. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va caser le petit, quoi. Tous les autres sont casés, il nous en reste un casé. Ils avaient bien profité de leur retraite. Et quand ils ont reçu ce courrier, ils pleuraient de joie. Et j'ai pas eu le courage de leur dire non, c'était juste un galop d'essai, c'est pas ce concours-là que je veux, c'est un autre. Et j'ai été d'une lâcheté ou d'un amour exceptionnel pour mes parents. J'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le courage de leur dire j'irai pas, et je leur dis bon ok, j'irai à l'école du Trésor. Voilà. Puis il y avait peut-être un peu de curiosité aussi. Honnêtement, c'était plus ça, c'était plus pour pas décevoir mes parents, parce qu'ils étaient tellement heureux que j'ai ce concours. Moi, je leur avais pas dit que c'était juste pour rire que je passais le concours. Ils n'avaient pas compris. Pour eux, c'était sérieux. Ouais. Et à leur voix, mon père a dit, on a mis le champagne au frais. Impossible de faire machine arrière. Et puis, je me suis imaginé, à leur âge, se disant, ouf, on a casé le petit, c'est bon, les 9, on les a élevés, ils ont tous un boulot, ils sont... Qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire aux gens que vous aimez, non, je vais continuer les études et je ne prends pas le boulot, quoi. Et voilà. Mais je regrette rien. Mais donc, à la base, c'était quoi votre idée de carrière? Mon idée, c'était haut fonctionnaire, ce que je suis maintenant, mais vous voyez, je suis arrivé par des voies détournées, par la petite porte, comme on dit. Haut fonctionnaire ou magistrat. D'accord. Voilà. Okay. C'était l'École nationale de la magistrature ou l'École nationale de l'administration. C'était les deux concours auxquels je me destinais. Ok. Et donc, vous commencez votre carrière à côté de Belfort, à côté de la Creuse? En Haute-Saône. Ah, pas du tout. C'est la Haute-Saône. C'est pas la Creuse. À Lure? À Lure. Lure, c'est la Haute-Saône. Okay. Alors ça, c'est mon esprit curieux. C'est-à-dire que quand je suis sorti de l'école du Trésor, j'étais plutôt bien classé et on choisit son affectation en fonction de son classement. Et mes parents nous ont toujours élevés dans l'optique de partir du nid familial en disant... Mes parents adoraient voyager, donc ils disaient, mais ne restez pas à côté de chez nous, ne restez pas avec nous, on ne doit pas être un poids. Il faut que vous partiez voir d'autres choses, d'autres horizons. Donc j'ai une famille qui est très disséminée dans la France d'ailleurs. Et puis donc moi j'ai regardé et je me suis dit, tiens, il y a des coins que je ne connais pas du tout en France, c'est l'Alsace. Donc je vais demander un poste en Alsace, mais il n'y avait pas de poste en Alsace.
Et le poste le plus près de l'Alsace, j'ai pris une carte de France, j'ai regardé, c'était la Haute-Saône. Et j'ai dit, je vais aller en Haute-Saône. Alors que j'avais assez de points pour avoir Cannes, je m'en rappelle, il y avait quelques postes qui étaient pas mal. Et je me rappelle encore quand j'ai dit à mes collègues de l'École nationale du Trésor que je choisissais Lure, ceux qui connaissaient l'Est de la France m'ont regardé avec des yeux en me disant, mais t'es fou, tu peux aller ailleurs et tu vas dans la haute patate, il n'y a rien à faire, il n'y a que de la forêt. Et je dis, je connais pas et j'ai envie de découvrir. J'ai toujours eu envie de découvrir ce que je connaissais pas. J'ai dit, je vais aller là. Et puis j'y suis resté finalement 5 ans comme, à l'époque on disait percepteur, ça n'existe plus, maintenant on dit trésorier. Donc j'encaissais les impôts, j'avais un métier pas facile. Encaisser les impôts, mais bon, un métier passionnant. Par ailleurs, il y a beaucoup d'à côté, puis s'occuper des collectivités locales, trésorier des collectivités, des mairies et autres. Et puis voilà, j'ai fait ça 5 ans. Bon, 5 ans. Et ensuite, vous décidez de changer de braquet et de passer là plutôt dans une commune. Ouais, dans une commune. Alors, j'ai décidé. En fait, je sais pas si j'ai décidé beaucoup de choses dans ma vie. En fait, je crois que j'ai pris les trains quand ils passaient. En fait, j'ai fait 5 ans percepteur, trésorier. Au bout de 5 ans, j'avais fait un peu le tour de la question. Je commençais à me dire, maintenant, il faut que je change. Puis, j'ai cet esprit curieux. Et puis, j'ai un copain à moi qui est devenu maire de la ville chef-lieu de Haute-Saône qui s'appelle Vesoul. D'accord. Et il me dit, on se connaissait, on se recevait, etc. Et il me dit, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour être mon directeur de cabinet. À la ville et puis au district urbain, c'est-à-dire à l'agglomération, à l'intercommunalité. D'accord. Il me dit, j'ai besoin de quelqu'un de confiance, toi je te connais, je sais, il m'a fait beaucoup de louanges que je répéterai pas parce que ce serait immodeste. Il m'a dit, j'ai vraiment besoin que tu viennes. Et j'ai dit, oui, tiens, ce train passe, je vais aller voir ce qui se passe du côté des collectivités, je viens. Donc je me suis fait détacher du trésor public, c'est la chance qu'on a quand on est fonctionnaire d'État, on peut être détaché pour aller faire autre chose. D'accord. Et sans perdre sa qualité de fonctionnaire. Donc Vesoul, mon copain m'a demandé d'être son directeur de cabinet. J'ai accepté. Et là, j'y ai passé 6 ans formidables parce que j'ai tenu tout un mandat. Et là, j'ai appris, toujours ma curiosité, j'ai appris plein de choses tous les jours. J'ai appris à faire de l'urbanisme, j'ai appris à faire des affaires scolaires, j'ai appris à gérer une ville, j'ai appris à faire de la voirie, à faire des espaces verts. Et déjà à faire un petit peu de politique de la ville parce qu'on avait des quartiers déjà un peu sensibles, il fallait faire des choses pour les gens. Donc j'allais sur le terrain, j'étais avec les adjoints au maire, et puis j'ai découvert l'intercommunalité. J'ai fait de l'action économique aussi, c'était dans mon portefeuille, pour aider des entreprises à s'installer sur le territoire. Donc voilà, 6 ans fantastiques. Et ensuite, on vous retrouve à Kourou. Voilà. Et ensuite, toujours ma curiosité. Au pied de la donc j'avais promis à mon maire de faire un mandat, ce que j'ai fait. Et au bout du mandat, j'ai dit, maintenant, il faut que j'aille faire autre chose. Et j'avais pas envie de redevenir percepteur, ou trésorier. Parce qu'au final, cette école, c'est pas forcément celle que vous vouliez faire. Oui, voilà, il y a ça. Et puis, moi, je suis curieux. J'ai besoin toujours d'apprendre. C'est peut-être aussi, un travers. Mais quand j'ai fait le tour de quelque chose, j'ai besoin de me remettre en danger et d'aller apprendre un nouveau métier. Et quand vous êtes trésorier, que vous avez... Alors là, c'est encore une anecdote, mais pourquoi ça m'a fait peur, cette histoire? C'est qu'un jour, il y a un gars qui est venu me voir dans mon bureau. C'était un syndicaliste avec une espèce de grille. Vous savez, dans la fonction publique, il y a des indices et des grades, etc. Et il m'a montré une feuille. Il m'a dit, voilà, tu vois, toi, tu es là. T'inquiète pas, dans 10 ans, tu seras là. Dans 15 ans, tu seras là. Dans 20 ans, tu seras là. Et quand tu partiras à la retraite, tu seras là. Et là, j'ai eu un gros vertige. J'ai dit, mais je ne veux pas savoir, moi, ce que je veux. C'est même pas envisageable qu'on me dise où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans, ou encore pire, à la retraite. Donc, il faut que je me tire de là, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le train. Comme je vous dis, le train est passé des collectivités locales où j'ai eu la chance d'apprendre autre chose. Le train de Vesoul. Et puis après, il y a le train de Kourou qui est passé. Ouais.
Pareil, Là, j'ai appelé. Gros changement de décor. Ah ouais, là j'ai appelé mon ministère, j'ai dit voilà, j'ai fait 6 ans, c'est super. J'ai toujours fait la durée pour laquelle je m'étais programmé et j'ai envie de voir autre chose. Mais j'aimerais bien carrément aller voir l'outre-mer. Voilà, parce que ça me passionne aussi, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe outre-mer, de découvrir des nouveaux horizons. Et ils m'ont dit, il y a un poste d'agent comptable. Alors, le terme d'agent comptable, c'est la personne qui gère toutes les finances et le budget d'un établissement public. C'est ça, un agent comptable, qui a une agence comptable et avec des personnels dans l'agence comptable. Voilà. Donc, ils m'ont proposé l'agence comptable du Centre spatial guyanais, qui est un très gros poste, parce qu'à l'époque, c'était en francs, mais c'était des milliards de francs qui transitaient par le centre spatial, puisque c'était la base par laquelle Ariane Espace faisait décoller ses fusées. Donc, j'ai pris femme et enfants, mes 3 filles, puisque pendant ce temps-là, j'ai quand même eu 3 enfants. On n'en a pas parlé, mais c'est important. Mes 3 filles. Félicitations. Merci. Vous pouvez, parce qu'elles sont exceptionnelles, mes filles. Mais voilà, j'ai pris mes 3 enfants sous le bras, ma femme, et puis on est parti en Guyane, sans savoir vraiment où on mettait les pieds. Voilà. Et vous alliez atterrir sans faire de mauvais jeu de mots. Oui, absolument. Et voilà, et là, j'ai trouvé un pays dans lequel j'ai passé presque 7 ans. Je dis un pays, parce que même si c'est un département, c'est un pays, c'est l'Amazonie, et qui m'a bouleversé. Voilà, j'ai été... quand je ne vais pas en Guyane pendant un moment, ça me manque. Là, déjà, j'ai envie d'aller y passer un petit peu de temps, d'aller en forêt, dormir en forêt, en hamac, de remonter un fleuve avec mes amis noirs marrons ou amérindiens. Voilà. Donc la Guyane pendant 6 ans. C'est quoi cette sensation au fond que ça cache, pas ça cache quoi, mais qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Encore une fois, l'aventure, la découverte d'autres choses. Alors ce que j'ai trouvé en Amazonie, c'est une nature exceptionnelle. Vous avez des arbres qui font 50 mètres, une canopée fantastique, des animaux partout, ce qui manque peut-être un peu à La Réunion. La nuit, vous mettez en hamac dans un carbet, c'est-à-dire sous une bâche, dans un abri de fortune fait avec des branches, et puis vous écoutez le vacarme de la nuit dans la forêt amazonienne, entre les grenouilles, les insectes, les oiseaux, les fauves, les rongeurs, tout le monde. C'est un gigantesque vacarme la nuit, les singes évidemment. Et puis la remontée de fleuve où on a vraiment l'impression d'être un aventurier. On est dans des pirogues en bois avec des noirs marrons ou des Amérindiens, c'est des ethnies guyanaises. Et on remonte le fleuve un peu à l'aventure, on voit des animaux, on dit là on va s'arrêter là, on pêche, on chasse, on fait notre feu, on mange, on bivouac, on met le hamac et voilà. Et puis on découvre des populations, des Amérindiens très loin, en haut sur les fleurs, on va trouver des... Je ne sais pas si vous avez vu un Indien dans la ville, vous voyez, vous tombez sur des Mimicikou, si vous connaissez le film. Oui, bien sûr. Voilà, je suis tombé sur le vrai Mimicikou d'ailleurs, en haut du Maroni. On sent que vous vous en souveniez de ce petit garçon-là. Ah ben oui, parce que j'étais un peu comme ça, voilà. J'avais envie de découvrir. Alors lui, il était indien, il va découvrir la ville. Moi, j'étais de la ville et je voulais découvrir la nature et ces territoires, ces contrées sauvages. Voilà, j'ai une petite âme d'explorateur. J'ai envie de me mettre en danger ou de découvrir des choses que je connais pas. C'est mon moteur dans la vie, je vais toujours vers ce que je connais pas. D'accord. Il y a un peu des deux, du coup. Il y a un peu voir la planète Terre et de l'autre côté être agent au CNRS qui envoie les... Oui. Pas au CNRS, pardon. Au CNES. Au CNES qui envoie la fusée Ariane en orbite. Ouais, alors moi, j'envoyais pas la fusée. Je mettais en place l'argent qui permettait d'envoyer les fusées. Soyons modestes. Mais non, c'est pas contradictoire parce que j'avais aussi, je vous ai dit, une famille avec 3 enfants. Il fallait que je les fasse vivre. Il fallait que j'ai un métier. Donc, je faisais mon métier bien. Mais à côté de mon métier, j'avais envie de voir autre chose. Mais c'est vrai que le sens des responsabilités fait que je ne pouvais pas être totalement aventurier. J'aurais pu rester en Guyane à un moment et je n'ai pas sauté le pas parce que j'ai été chargé de famille. J'étais pilote d'avion. Entre-temps, je fais plein de choses. J'ai été skipper de bateau, j'ai fait de l'avion. Ça, c'est pas marqué dans ce que j'ai. Non, mais parce que je dis pas tout le temps, mais j'étais pilote d'avion en Guyane. D'accord. Et j'avais un ami qui était pilote aussi, qui était aussi contrôleur aérien. Et qui m'avait proposé, parce qu'il y avait des besoins en aviation, de monter une petite compagnie de fret aérien en achetant des avions.
Je faisais pilote de brousse là-bas. Je faisais déjà toutes les pistes sur place. Et alors là, ça m'aurait vraiment plu, quoi. Et puis, bon, mais il fallait quand même prendre des risques, mettre toutes mes économies, acheter des avions, monter une boîte. Et voilà, en étant chargé de famille, je me suis dégonflé. J'ai dit, non, je vais le garder en loisir, mais je ne vais pas en faire mon métier, je vais garder un métier un peu stable. Voilà. Il y a ce côté, vous avez raison, il y a cette contradiction. J'ai un côté aventurier, mais j'ai quand même aussi un côté un peu raisonnable qui fait que je dois assurer aussi ce que j'aime d'une certaine stabilité, au moins financière. Les filles, il faut qu'elles puissent faire des études, il faut qu'elles soient bien, enfin voilà. Ouais, bien sûr. Mais vous avez raison, c'est une contradiction. Et juste pour en revenir sur votre boulot d'agent comptable de l'agence à Kourou, combien ça coûte une fusée? Oula, alors attendez, c'était en... Alors, il y a le lanceur. Le lanceur, attends, si je convertis en euros, on doit être à peu près à 150 millions d'euros, le lanceur. Ah oui. Bon, à peu près 1 milliard. Mais après, il y a un lanceur, ce qu'on appelle la fusée, c'est ce qu'on appelle le lanceur. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Voilà, ça lance. Il y a le mais satellite après, ce dedans. qui coûte encore plus cher, c'est ce qu'il y a dedans. Donc des satellites de télécom, des satellites militaires, des satellites de défense, des satellites d'observation de la Terre. C'est des satellites qui coûtent très très cher parce qu'ils mettent des années à être développés. C'est évidemment des choses uniques dans lesquelles il y a une technologie énorme et du temps d'hommes et d'ingénieurs qui est fantastique. Donc du coup, vous pouvez tripler le prix du lanceur avec ce qu'on appelle la charge utile, c'est-à-dire ce que vous allez mettre en orbite. D'où des enjeux énormes, quoi, financiers. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous fait partir de Guyane? Ce qui me fait partir de Guyane, c'est que, pareil, vous voyez, c'est le côté, mon côté 2001. contradictoire de la famille, c'est que ma grande devait rentrer au lycée et en Guyane à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'études supérieures. Alors mon contrat de 6 ans s'achevait, j'aurais pu continuer un peu. Mais on a senti que c'était le temps de rentrer pour s'occuper des études des filles. Voilà, donc on est rentré. Alors j'ai cherché encore un coin que je ne connaissais pas. Donc c'était les Alpes. Non, les Alpes. Ah non, les Alpes, Grenoble. Pardon. Et voilà. Et un métier d'agent comptable, mais cette fois-ci au CNRS. Pour la délégation Alpes, parce qu'il y a une grosse communauté CNRS à Grenoble, là, c'est un territoire de recherche. Et donc voilà, je suis parti à Grenoble encore avec femme et enfants pendant, et là je suis resté 6 ans comme agent comptable du CNRS à Grenoble. Et qu'est-ce qui fait le CNRS à Grenoble? Il a beaucoup il opère énormément de laboratoires de recherche. Notamment en physique, il y a des gros laboratoires de physique, des gros laboratoires de chimie. Vous savez, le CNRS, c'est un établissement multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Où toutes les disciplines de la recherche sont, y compris les sciences humaines et sociales. Mais à Grenoble, c'était plutôt les sciences dures. Donc, ce qu'on appelle les sciences dures, la physique, les maths, l'informatique. Il y a un énorme laboratoire d'informatique avec l'INRIA. Et voilà, donc j'ai opéré. Alors là, j'étais agent comptable, donc je mettais l'argent au service des laboratoires, je gérais les budgets, etc. Ça m'a beaucoup plu. Et puis au bout de 6 ans, toujours pareil, ma manie de dire bon, j'ai fait le tour, il faut que je fasse autre chose. Au CNRS, j'ai dit le seul truc que je peux faire au CNRS, c'est être non plus dans les finances seulement agent comptable, mais d'être délégué régional, c'est-à-dire d'être patron d'une région du CNRS. Entière, d'accord, ok. Et voilà. Et donc en 2007, vous devenez délégué régional du Centre national de recherche scientifique pour l'Île-de-France, Ouest et Nord. Absolument. Voilà. Donc j'étais basé à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, et j'avais en gros un peu plus d'une centaine de laboratoires de recherche, 2000 personnes, chercheurs, ingénieurs, techniciens, administration, plus moi des services d'appui, 130 personnes en direct à mes côtés pour opérer la recherche. Mais ça va, alors il y a les budgets, il y a les RH, mais il y a aussi la valorisation de la recherche, des pans entiers de fonctions qu'on ne connaît pas forcément, l'informatique, et puis mon rôle de chef d'établissement, c'est-à-dire d'employeur de toutes ces personnes-là. Et puis j'ai fait là-bas des très gros programmes immobiliers. J'ai géré des projets immobiliers de grande envergure qui ont été passionnants, des constructions de laboratoires, la reconstruction de la délégation régionale. Donc là, j'ai mis les mains dans le béton aussi. Et j'ai passé un temps passionnant.
Et du coup, les chercheurs en Île-de-France, là, c'est entre 2007 et 2013, c'était Oui. quoi les grands axes de recherche? Alors là, à Paris, il y a tout, parce que Il y a tout, Paris, l'Île-de-France fait à elle seule 40% de la recherche française. Ah oui. Ce qui fait que moi, j'avais par exemple Saclay, Palaiseau, j'avais l'école polytechnique où il y a beaucoup de laboratoires de recherche, j'avais beaucoup d'universités, l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'université de Cergy-Pontoise, l'université de Villetaneuse, Paris 13, l'observatoire de Meudon, si vous connaissez, un très très gros établissement d'astronomie. Donc j'avais tout le laboratoire tous les laboratoires de l'observatoire de Paris-Meudon, exactement, parce que le laboratoire est à la fois sur Paris, enfin l'observatoire est à la fois sur Paris et sur Meudon. Donc ça, et puis beaucoup de laboratoires aussi en sciences humaines et sociales, notamment à Nanterre. Il y avait l'université de Nanterre, avec une très très grosse, la plus grosse unité d'archéologie française qui était à Nanterre. Donc c'était vraiment pluridisciplinaire. Et là, j'ai appris énormément de choses encore au contact des chercheurs et de toutes ces disciplines de recherche. J'ai toujours appris énormément de choses. Quelle recherche vous a le plus impressionné? Toutes les recherches qui travaillaient sur le réchauffement climatique et le développement durable. Notamment, j'avais dans mes laboratoires beaucoup de personnes du GIEC. Donc c'est le groupe international d'études sur le climat, qui faisaient des études sur le climat, et c'est eux qui ont mis en exergue les premiers l'impact humain sur le réchauffement climatique. Voilà. Et il y avait, alors ça c'est dans les laboratoires que j'avais à Grenoble, mais je les ai retrouvés ensuite quand j'étais en Île-de-France, Ouest et Nord, puisqu'ils collaboraient avec. On avait l'inventeur de la glaciologie qui s'appelle Claude Lorius, qui est un immense savant, et qui le premier a fait des carottages de glace dans l'Antarctique pour déterminer le climat qui faisait il y a des centaines de milliers d'années sur Terre. Et qui, avec ça, a pu démontrer en analysant les glaces, les périodes de glaciation, les périodes de réchauffement climatique. Et c'est là qu'on a vu qu'il y a des périodes de réchauffement climatique sur la Terre, il y en a toujours eu, mais elles étaient sur des temps beaucoup plus longs. Ouais. C'est la première fois depuis l'histoire de la Terre qu'il y a un réchauffement climatique qui se concentre sur quelques dizaines d'années, ou sur 100 ans. Donc voilà, c'est une des recherches qui m'a le plus impressionné. Et puis, on avait un énorme laboratoire aussi sur les nanostructures. On sait que c'est à la mode, il y a beaucoup de gens qui s'en inquiètent, et qui travaillaient sur les nanotechnologies, les nanostructures. Voilà, on avait un laboratoire qui était très très en pointe là-dessus. D'accord. Et donc là, on est en 2013 et vous décidez que c'est terminé avec tout ce qui est scientifique, spatial, technique. Enfin, non, pas forcément technique. Et vous décidez de... C'est jamais terminé les choses. Moi, j'aime pas dire les choses sont terminées. Simplement, on tourne une autre page. C'est comme un livre, vous voyez. Ouais. Vous tournez une autre page, ça veut pas dire que vous annihilez ou vous oubliez les pages d'avant. Vous tournez une autre page, mais il se peut que vous reveniez, que vous retrouviez dans les autres chapitres des choses que vous avez fait. Plus sérieusement, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai jamais rien décidé dans ma carrière quasiment. J'ai pris les trains quand ils sont passés. En 2013, j'ai rencontré quelqu'un qui était sous-préfet, qui était administrateur civil exactement, qui avait fait des fonctions de sous-préfet, qui est arrivé au CNRS comme directeur des finances. Et moi, ça faisait 6 ans que j'avais été agent comptable et 6 ans que j'avais été délégué régional, donc coordonnateur. Et puis il me dit, tu devrais venir au ministère de l'Intérieur, tu devrais rentrer dans le corps préfectoral. On a besoin de gens comme toi dans le corps préfectoral. On a besoin de gens dynamiques, curieux. Puis enfin bon, là je vais être immodeste si je parle de moi comme ça. Bon, enfin, il m'a dit, viens dans le corps préfectoral. D'accord. Et du coup, mais moi, j'avais pas passé l'ENA, vous l'avez vu, je vous en ai parlé. Mais vous voyez comme quoi la boucle se reboucle. Pour devenir haut fonctionnaire, soit au ministère de l'Intérieur, donc dans le corps préfectoral, administrateur civil ou sous-préfet, enfin dans le corps préfectoral, soit on passe l'ENA, soit on rentre par la petite porte qui s'appelle le tour extérieur. Et voilà. Et donc on m'a dit, il m'a dit non, tu devrais venir, tu vas t'éclater. Bon, j'ai été place Beauvau et j'ai passé le tour extérieur. Alors ils en prenaient 3 par an. Pour vous dire que la porte était étroite quand même, elle était entrouverte, mais très très étroite. Mais un peu comme quand j'ai passé mon concours d'inspecteur du Trésor, j'étais un peu au flanc, quoi. Bon, et puis en disant, mais de toute façon, il faut que je sois moi-même, que j'explique qui je suis, ce que je fais. Et puis si ça leur va, ça va. Si ça leur va pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Mais j'avais envie de changer, voilà. Et puis ça a été
Et donc, et j'ai été retenu pour intégrer enfin le corps préfectoral et faire ce que je n'ai pas pu faire quand j'ai eu mon concours d'inspecteur du Trésor, enfin devenir haut fonctionnaire de l'État. Et quelque part, en fait, sans vos parents, vous n'auriez pas fait tout ça, peut-être. Exactement. Voilà, j'aurais peut-être eu Sans une le vie. respect que vous aviez de... Tout à fait. Et j'aurais peut-être eu une vie beaucoup plus terne, beaucoup plus... Voilà. Alors peut-être que si j'étais rentré à l'époque, après l'ENA, comme ça, à mon âge, je serais peut-être préfet. Ce que je ne serais pas, parce que je suis rentré beaucoup trop tard dans mon corps préfectoral. Mais ce n'est pas très grave. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt du métier que je fais. Voilà. Et donc, vous avez votre premier poste en préfecture. Premier poste en Auvergne. Voilà, à Thiers. Thiers, ouais. Voilà, premier poste de sous-préfet, c'était celui que j'ai occupé avant d'arriver à La Réunion. Voilà, et là j'ai encore appris beaucoup de choses, parce que être le représentant de l'État sur un territoire, ça implique beaucoup d'autres choses que j'avais jamais faites encore. Mais c'est un honneur, hein, vous savez, quand vous portez l'uniforme de la République et que vous arrivez sur un territoire, vous allez, première chose, déposer une gerbe avec toutes les autorités locales au monument aux morts pour rendre hommage aux morts pour la France. Et là, vous sentez que vous incarnez quelque chose. C'est-à-dire que il y a votre personnalité, il y a vous, mais vous la mettez de côté. Vous incarnez l'État. Et là, c'est encore autre chose. Vous voyez, j'ai encore appris, là, j'ai pris ce train, encore une fois, parce qu'on me l'a proposé. Je vous assure, toutes les étapes de ma vie, on m'a proposé des choses et j'ai dit oui. Bah c'est super. Oui, donc non, mais les gens peuvent croire qu'il y a un plan de carrière que j'ai décidé de faire. En fait, non, je me suis laissé entraîner un peu par les choses parce que j'aime ça. Voilà. Et si demain, il y a peut-être quelqu'un qui va passer dans mon bureau, qui va m'appeler, qui va me dire, je te propose un truc que tu n'as jamais fait, qu'il y a à faire, je suis à peu près sûr que je dirais oui. Ok. Et donc, comment vous êtes arrivé à La Réunion, du coup ? Alors à La Réunion, d'abord j'étais à Thiers, et puis il vous a pas échappé que j'ai passé 7 ans quasiment en Guyane. Ouais. Ce qui a intéressé fortement le ministère de l'Intérieur. D'accord. Qui a dit quelqu'un qui est capable de passer 7 ans en Guyane et avec une expérience réussie et non, mais quand on passe 7 ans en Guyane, c'est qu'on aime ça. Hein. On ne peut pas passer 7 ans dans un territoire d'outre-mer sans l'aimer. Donc, expérience réussie, hein, j'ai toujours eu des évaluations élogieuses. Donc, ils se sont dit, c'est pas toujours fréquent de trouver des gens qui sont capables d'aller outre-mer et de s'adapter à l'outre-mer. L'outre-mer, c'est la France, c'est la République, mais c'est pas tout à fait la France, c'est pas la métropole. Il y a d'autres cultures, il y a d'autres... il faut pas arriver ici comme on arrive dans le Cantal ou même dans le Puy-de-Dôme. Donc, comme ça leur est pas échappé, ils m'ont dit, ton prochain poste, ça sera outre-mer. Voilà. Et puis, vous allez rire, avant, quand ils m'ont appelé, j'étais en fin de cycle à Thiers, ils m'ont dit, voilà, tu as un poste à Saint-Martin ou chargé de la cohésion sociale et de la jeunesse à La Réunion. Alors, j'ai pas hésité une seconde, j'ai pris La Réunion. Voilà. Je me suis dit, Saint-Martin, Saint-Barth, bon, c'est des cocotiers, il n'y a jamais de cyclone, il ne se passe rien, c'est une petite vie tranquille. Moi, ça ne m'intéresse pas trop d'aller prendre un boulot pour aller à la plage, c'est pas mon truc. Par contre, La Réunion, je connaissais La Réunion parce que ma grande fille est médecin et est venue comme interne à La Réunion. D'accord. J'ai dit, cohésion sociale, jeunesse, politique de la ville, il y a des trucs à faire. Puis La Réunion est jeune en plus. Ouais, déjà La Réunion, c'est très beau. Les Réunionnais sont sympas. Et puis, vraiment, c'est des gens que j'adore. Et puis, en plus, il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Quand on veut s'occuper de cohésion sociale et des problèmes liés à la jeunesse, on a une montagne devant. Ouais. Donc là, je dis, je ne serai pas au chômage. Là, je vais bosser. Là, je vais avoir du boulot. Et alors, ça ressemble à quoi la semaine type ? Parce que là, c'est gentil, vous prenez le temps de me recevoir. Il est 19h moins le quart. 19h, c'est, j'allais dire, non, allez, je vais pas dire c'est le milieu de la journée pour moi, mais c'est rare de finir là, ce serait un peu marseillais de dire ça. Ouais, mais c'est rare que je finisse avant. Alors là, depuis 1 mois et demi, je faisais l'intérim du secrétaire général en plus et je finissais plutôt à 11h du soir. Là, maintenant, enfin, mes journées de sous-préfet, cohésion sociale, si j'ai pas de
de manifestation ou de dîner le soir, bien sûr, parce que ça m'arrive, je finis en gros aller à 9h, 9h30 du soir. Voilà, D'accord. en commençant à peu près à 7h du matin. D'accord, ok. Voilà. Je dis ça pour tous les gens qui des fois aiment bien critiquer les fonctionnaires. Je suis fonctionnaire et je peux vous dire que des fois, quand je m'adresse à des commerçants ou des entreprises privées où on me dit « Ah non, à midi on ferme et puis on ouvre qu'à 2h et puis c'est fini, ça ferme à 5h30 du soir et puis c'est pas à 17h35, c'est à 17h30 qu'on ferme. » Je dis aux gens « J'espère que vous ne faites pas partie des gens qui critiquent les fonctionnaires. » Voilà, parce que moi, on peut m'appeler à 10h du soir et je réponds encore. Enfin, voilà, c'est un aparté. Ouais, bien sûr. Je moucate, comme on dit ici. C'est pour moucater un peu mes collègues du privé. Et donc, quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous faites pour... Quand je travaille pas, ça veut dire c'est des fois le samedi et le dimanche, Voilà. sauf si j'ai quelque chose le samedi et dimanche. Alors des fois, d'abord, je suis de permanence, comme tous mes collègues du corps préfectoral. D'accord. On assure des permanences le week-end où là, on travaille. Et puis on est... Apparemment, c'est ici, c'est à la Non. préfecture. Ouais. On peut être chez soi, mais on peut pas s'éloigner parce qu'il faut qu'on soit à Saint-Denis. Ouais. Et puis, on est amené à gérer des crises. Voilà, tout ce qui peut se passer le week-end, c'est le membre du corps préfectoral qui est de permanence qui l'assume. Donc, il faut qu'il soit près de la préfecture pour mettre en place des cellules de crise et s'il y a besoin. Donc, ce que je fais le reste du temps, j'essaye de randonner parce que c'est très beau. Et puis surtout, j'ai appris la plongée. Vous voyez, alors chaque fois, je ne vous ai pas détaillé, mais chaque fois que je suis passé quelque part, j'ai appris des trucs nouveaux. Quand j'étais... Ça, c'est Olivier, ça l'a plongé, non ? Pardon ? C'est Olivier Bajard, ça l'a plongé. Ah non, il Pas plonge du pas, tout. lui. Ah bah, Si. voilà un point commun pour lequel vous n'avez pas Il plonge. encore discuté. C'est un plongeur C'est vrai invétéré. Ah ben alors là, c'est marrant. Vous voyez, on est tellement passionnés par parler des gens, des quartiers et de nos actions qu'on n'a jamais parlé plongée. Bon, c'est super. Non, je suis arrivé à La Réunion et non, je vous disais que j'ai appris toujours quelque chose. Par exemple, dans le Puy-de-Dôme, je fais une petite parenthèse, je me demandais quoi faire. Alors, je faisais du tennis et puis, vous savez, il y a le Puy-de-Dôme. Et puis, il y a des belles montagnes qui sont pas très vives, mais qui sont assez hautes. J'ai appris à faire du parapente, vous voyez. En Guyane, dès que je suis arrivé en Guyane, j'ai appris à faire de l'avion parce que j'ai dit pour découvrir le pays, il faut faire de l'avion. Donc je suis devenu pilote d'avion là-bas. Vous voyez. Bon, enfin voilà, passons. Et arrivé à La Réunion, il y a malheureusement la problématique requin qui empêche de se baigner sur toutes les plages. Alors soit on va dans le lagon et puis on se retrouve le dimanche avec beaucoup de gens autour et puis de l'eau jusqu'à la taille, au mieux. Bon, moi j'aime bien la mer. Je me suis dit que le meilleur moyen de découvrir la mer à La Réunion, c'était de plonger dedans. Ouais. Mais en haute mer, plus loin, quoi, au-delà du lagon. Et donc je viens de passer mon 2e niveau de plongée. Voilà, mon niveau 2 de plongée à La Réunion. Voilà, là je découvre La Réunion par la terre en faisant de la randonnée. J'adore Sillaos, Mafat, Salazie. Et puis tous les coins magnifiques qu'il y a à La Réunion, c'est extraordinaire. C'est un pays avec des paysages à couper le souffle. Et puis, je le découvre par l'eau, par le dessous, par la mer, où je vois des tortues, des dauphins. J'ai nagé avec des baleines. J'ai nagé avec des dauphins. Il y a une belle saison là. C'est fantastique. Super saison. Donc, vous voyez, dans chaque territoire, d'abord, je noue des relations avec les gens du territoire. C'est ça qui m'intéresse. Avant les paysages. Donc je connais maintenant, je suis ami avec des Réunionnais, des vrais Réunionnais, des Réunionnais, pas des oreilles, des Réunionnais. Et puis m'imprégner de ce que peut donner le territoire. En Guyane, je sillonnais la forêt amazonienne, je nouais des relations avec les gens du coin. Et puis ici, je profite de la mer, de la randonnée, mais je m'attache aussi aux Réunionnais, aux quartiers. J'adore aller dans les quartiers le soir. Aller dans la ZUP 4 du port, vous voyez, tout le monde n'y va pas. Non. Moi, j'adore aller là-bas. Vous aurez tendance à pas y aller, justement. Allez-y. Allez à la ZUP 4 du port, vous y allez de ma part et vous serez très bien reçus. C'est des gens formidables qui ont fait... ça, c'est encore une opération qu'on a fait avec Olivier Bajard. Et là, il faut un bailleur et on a rendu des gens heureux. Franchement, allez-y. Non, mais comment ? Moi, je ne suis pas tout seul, encore une fois, mais on a aidé à rendre des gens heureux en mettant les moyens, Olivier et moi, avec la déléguée du préfet qui est sur place, les équipes de la ville du port, évidemment, la commune du port.
Et on a juste discuté avec les gens et leur demander de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qu'il vous faut déjà pour que votre cadre de vie soit bien, qu'est-ce qu'il vous faut. C'est pas forcément du miracle. Après, on s'attache aussi à essayer de trouver de l'emploi, à essayer de trouver des formations, à ce que les gens du port soient employés au port. Mais les gens ont dit, nous c'est tout simple, on voudrait avoir un beau cadre de vie, on n'a pas des poubelles devant, on veut avoir un beau jardin. Ok, pas de problème. On prend des gens, on vous paye en entreprise d'insertion et vous refaites les espaces verts comme vous voulez les faire. Voilà. Les jeunes veulent un local, pas de problème. On vous prend en chantier d'insertion, on vous apprend à faire de la peinture, du carrelage, des sols, etc. On vous donne le local, enfin on vous donne. La SHLMR vous file le local, on prend une entreprise d'insertion avec des professionnels qui vous encadrent et c'est vous qui allez refaire votre environnement. Vous voulez des jardinières de fleurs un peu partout, vous allez pareil, une entreprise d'insertion. Vous allez construire vos jardinières, mettre des plantes dedans, etc. Et aller aujourd'hui à la ZUB 4 du port. Ouais. Ben voilà, vous allez voir si ça fait longtemps que vous n'y êtes pas passé, vous n'allez pas reconnaître. Et puis vous verrez dans le jardin, vous irez voir un citronnier, c'est moi qui l'ai planté. Et il pousse très bien, il est bien arrosé et j'en suis très fier. Et voilà, typiquement, on revient à ce que vous demandiez au début, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là ou qu'est-ce que vous apportez pour les gens? Moi, je fais rien pour eux. Je leur demande ce qu'ils veulent et je leur donne les moyens d'améliorer leur quotidien et de sortir et de leur montrer que ils ont des compétences, ils savent faire. Il suffit simplement qu'on les écoute et qu'on leur donne les moyens, voilà, et qu'on soit à côté d'eux, pas au-dessus d'eux pour leur montrer ce qu'il faut faire. À côté d'eux, pour leur dire ok, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas un costume et une cravate pour aller parler aux autorités. Moi, je suis là pour ça. Vous dites ce que vous voulez et voilà. Et on a des gens formidables là-bas. Et en fait, ce qui est peut-être marrant, donc j'aime c'est qu'ils me veulent balader des choses, dans les quartiers. Ouais. Et j'aime aller au Chaudron. Moi, le dimanche matin, je vais faire mon marché au Chaudron. Je ne suis pas tout seul, on est nombreux à faire ça. Mais pour vous dire que j'aime bien aller au Moufia, j'aime bien aller un peu partout, au bas de la rivière, ici, et puis à Fayard, à Saint-André, aller au Gaulle, à Saint-Louis, à Ravine-Blanche, enfin un peu partout. J'aime ces quartiers parce que en plus, à La Réunion, on a des gens qui sont... franchement, pour peu qu'on n'y aille pas, qu'on y aille de manière humble, en les écoutant, en croyant pas avoir la vérité, nous, mais plutôt en étant en écoute, on a des gens qui sont formidables, qui vous écoutent et qui parlent avec vous et qui vous apprennent des choses. Moi, j'ai appris des choses avec ces gens-là, dans les quartiers. Moi, j'apprends. Ah, c'est quoi que vous avez appris le plus... J'ai appris le plus j'ai appris que... J'ai appris un sens de la... Comment dire ? J'ai appris concrètement, je vous ai dit tout à l'heure, que dans n'importe quel quartier, partout où il y a des hommes et des femmes, quel que soit le niveau de vie des gens, vous avez autant d'intelligence et de richesse humaine où que vous soyez. Ouais. Où que vous soyez. Vous avez des gens très bien à Saint-Gilles et à la montagne, mais vous avez des gens très bien et en aussi grande quantité dans la ZUB 4 du port, au quartier Fayard à Saint-André ou à la Chaumière à Saint-Denis. Il suffit juste de ne pas tenir compte du décalage social parce que vous avez de l'argent, vous avez un travail, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis eux, ils galèrent un peu plus et voilà, et puis ils sont au chômage et puis la vie n'est pas facile tous les jours et puis ils vivent avec très peu. D'accord. Bon, alors là, on ne règle pas les problèmes d'un coup de baguette magique, mais on a des gens avec qui on a plaisir de passer un moment. Vous voyez ? J'ai autant de plaisir à passer une soirée à la ZUB 4 qu'être avec des copains qui ont le même niveau de vie que moi, que j'invite à la maison. Moi, je suis bien quand je vais dans un quartier que je suis invité à faire la fête, à manger, à Saint-Pierre, à Terre-Sainte. L'autre fois, j'ai amené Jean-Louis Borloo à Terre-Sainte. Il y a une association formidable, c'est un quartier prioritaire de la ville aussi, avec l'association des femmes de marins-pêcheurs. Vous voyez, c'est pas banal. Mais vous apprenez de ces gens-là, parce que vous apprenez que c'est pas une question de richesse, de moyens, d'éducation, etc. Il y a la richesse humaine et c'est ça qui fait tout, quoi. Voilà. Il suffit d'être attentif à ça. Voilà ce que j'apprends. Et ça manque peut-être un peu entre les gens qui habitent Saint-Gilles et les gens qui habitent les ZUB de se rencontrer, du coup. Il faut, vous voyez ce que disait tout à l'heure, mais vous dites la ZUB 4 au port, et puis j'aurais peut-être pas forcément envie d'y aller. Un jour, allez-y, quoi. Ouais, et puis eux, quand ils font une fête, parce qu'il y a des fêtes aussi dans les quartiers,
Ouais, bien sûr. Ben, c'est pas réservé qu'aux gens du quartier, vous savez, ils sont très très accueillants. Donc oui, il faut accepter de sortir de son confort. Moi, vous avez vu, ma carrière, c'est pas grand-chose. C'est simplement qu'à chaque fois que j'ai pu, je suis sorti de ma zone de confort pour aller vers ce que je connais pas. Ouais. Et vers ce que... Voilà. Donc moi, on m'invite dans un coin que je connais pas, dans n'importe quel quartier, j'y vais. D'accord. D'accord ? Voilà. Et il faut que les gens se disent ça. Voilà. Restons pas dans notre quant à soi. Alors, il y a la zone de confort. J'ai rien contre les gens qui habitent à Saint-Gilles, hein, ni à la montagne. J'habite à la montagne. Moi, j'ai ma résidence là-haut. Mais si on reste entre nous, toujours les mêmes, à discuter entre nous, en refaisant le monde entre nous, etc., mais sans aller voir ce qui se passe ailleurs, c'est un peu vain, quoi. Ouais. C'est un peu vain. De temps en temps, il faut aller se confronter à ce qu'on ne connaît pas, à ceux qu'on ne connaît pas. Vous savez, quand les gens, vous entendez des discours sur l'immigration, ben, tout ça, c'est la méconnaissance de l'autre. Ouais. Allez vers un réfugié afghan en métropole, etc., et vous allez découvrir peut-être quelqu'un d'extrêmement riche. C'est pas simplement quelqu'un qui vient vous voler votre pain, ou, etc. C'est quelqu'un qui fuit quelque chose, ou qui est syrien, ou autre chose. Et en discutant, vous allez voir quelqu'un qui est aussi riche que vous, et qui va vous apprendre des choses, et à qui vous pouvez apprendre des choses. Bien sûr, ouais. Voilà, tout vient de là. Moi, je m'occupe de cohésion sociale. Vous avez vu que c'est mon titre. Ouais, bah oui. Ouais. Mais la cohésion sociale, c'est ça. Ouais. C'est aller vers l'autre systématiquement. Et aller surtout vers ceux qu'on ne connaît pas. Ouais. Avoir le réflexe d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. On pourrait en discuter des heures. Absolument. On arrive sur la fin de l'épisode. Bien sûr. Donc là, il y a une partie, qu'est-ce que vous nous conseillerez, par exemple, un bouquin? Un bouquin. Le dernier que je suis en train de lire, que je suis en train de finir, qui s'appelle Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, de Jonas Johansson. D'accord. Est-ce que vous connaissez ce bouquin? Pas du tout. Alors, si vous aimez un bouquin jubilatoire, Ouais. achetez-le. D'accord. C'est génial. Voilà. Je le mettrai en lien de toute Jonas façon. Johansson, le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'est extraordinaire. Un film? Un film. Le problème, c'est que les films... Alors, soit je vais passer pour un vieux schnock, parce que je veux dire mes films préférés. Alors, un ancien film et un film récent, alors, si vous voulez. Alors, il y en a tellement des anciens films. Alors, pour rigoler, parce que c'est quand même... mais ça, c'est de la dérision et c'est extraordinaire. C'est les dialogues, c'est les tontons flingueurs que je peux regarder en boucle. Ouais. Voilà, parce que j'adore Audiard, etc. Et puis, parce que ça, c'est mon passé de Marseille qui revient, j'ai une passion pour les films de Pagnol, mais les vrais, les films de Pagnol, pas ceux qui ont été refaits par la suite. Ouais. Il faut regarder les films originaux de Pagnol. La trilogie, évidemment, César, Marius et Fanny, mais aussi Manon des Sources, qui n'a rien à voir avec Jean de Florette et tout, qui a été fait après. J'ai rien contre, mais voilà, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ces films-là. Et puis, les films... Il y a un film récent, qui a 1 an. Alors, le dernier que j'ai vu, que j'ai adoré, c'est Petit Paysan. D'accord. Voilà, qui a été primé il n'y a pas longtemps, mais voyez, moi je l'ai vu. Il m'intéressait parce que j'adore l'agriculture et j'avais des amis paysans quand j'étais en Auvergne, quand j'étais à Thiers. D'accord, ouais. Et je connais bien ce monde-là, parce qu'en plus j'ai un oncle qui est agriculteur. Enfin bon. Et Petit Paysan, c'est un film magnifique qui peut montrer la désespérance du monde paysan aujourd'hui et qui peut aussi aider les gens à comprendre ce que peut vivre un agriculteur qui fait du lait avec ses vaches laitières, etc. J'en ai côtoyé ici à La Réunion, qui m'ont beaucoup touché, voilà, parce qu'il y a des gens qui ont été dans des grandes difficultés ici dans le monde agricole. Et je ne sais pas, si jamais ils m'entendent, je les salue avec beaucoup d'amitié et de respect, parce que j'ai essayé de leur apporter mon aide. D'accord. Voilà, dernier film récent, Petit Paysan, qui est un très très beau touchant, film. ouais. Voilà, très touchant, et c'est pas un film comique, hein, mais c'est un film qui est beau. Qui exprime une vraie réalité. Une musique, un artiste? Ouais, alors... pareil, j'adore la musique et il y en a tellement que je ne sais pas quoi choisir, franchement. Si je devais... je sais pas, moi, dans les récents, en ce moment, j'écoute en boucle... Bon, alors, je vais vous dire, j'écoute en boucle M83. Vous connaissez? M80, non, je ne connais pas. Bon, mais écoutez M83. Ok. J'adore cette musique parce que ça me rappelle un peu les Pink Floyd, qui étaient plus de ma génération. Ouais.
C'est à mi-chemin entre. À mi-chemin entre Pink Floyd et Coldplay, peut-être, si vous voulez. D'accord. M83, ok. si vous aimez la belle musique, des fois un peu planante, un peu. C'est ceux qui ont fait la musique d'Interstellar. Ah Un oui, très beau oui, film. oui, très bien. Voilà, la musique d'Interstellar, moi je l'écoute quand Bon. j'ai beaucoup de mails à faire et pour me voilà. concentrer, Voilà. j'écoute ça. Super. Et ben D'accord. regardez, M83, je l'écoute en boucle et je fais du sport quand je vais. J'ai une salle de sport ici quand je Ouais. planche pas. Et je m'écoute ça pendant que je fais du tapis. D'accord. Une citation. Une citation, alors il y en a tellement aussi des citations que j'aime. Il y en a deux. Allez, deux. Je préciserai que c'est pas préparé, on m'avait pas dit Ah ça non, avant, mais là, donc je j'ai vous pas avais pas préparé de dit. citation. Je vais vous Ah. dire deux citations que j'adore. La première, c'est une citation de Malraux qui a dit « La culture, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas un simple accident de l'univers. » D'accord, ouais. Important. Je dis ça parce que la culture, c'est quelque chose de vital pour l'homme, y compris dans les quartiers prioritaires de la ville. Et je veux vraiment qu'il y ait beaucoup d'actions culturelles Ouais. dans les quartiers prioritaires de la ville. La culture, tout le monde doit y avoir accès. Bon, je passe. La deuxième, c'est une citation de Churchill qui disait « Tout peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Voilà. La mauvaise amnésie. Voilà. Il faut méditer ça, c'est-à-dire que voilà, quand on entend certains discours, il faut toujours se rappeler, il manque, je trouve, Jusqu'où peuvent amener il les manque extrémismes. de l'histoire. Partout dans la culture des gens, il manque de l'histoire. Il faut savoir se rappeler comment sont arrivées les choses les plus dramatiques de l'histoire, comment elles sont arrivées de manière insidieuse, de manière souterraine, de manière qui avance. Les mauvaises idées, vous savez, les mauvaises choses, elles avancent masquées, on ne les voit pas arriver. C'est comme un voleur, hein, il n'y a pas marqué voleur sur son front, sinon on se méfierait, ou assassin. Et quand il y a des choses qui sont porteuses, je parle encore une fois de cohésion sociale, quand il y a des choses qui vont lutter contre la cohésion sociale, alors c'est insidieux, on va critiquer telle ou telle chose, et puis on va commencer à trouver un bouc émissaire sur tel ou tel problème. C'est les migrants, c'est les banquiers, c'est je ne sais pas quoi. Ça commence à sentir mauvais parce que c'est des choses qui sont parties comme ça il y a quelque temps. Donc cette phrase de Churchill, il faut que chacun la fasse sienne, mais surtout que chacun se repenche sur les livres d'histoire. Tout peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Beaucoup de choses à apprendre dans le passé. Si vous avez une pancarte qui serait visible de tous les Réunionnais, qu'est-ce que vous écririez dessus? De tous les Réunionnais, je leur dirais, ne touchez pas à votre richesse qui est le vivre ensemble. Ne faites rien qui puisse entacher ce qui est votre force et qui n'existe que à La Réunion, quasiment. Je ne connais pas tous les pays du monde, hein, mais j'ai beaucoup voyagé. Mais La Réunion, un pays. Tous les gens qui vont... Il y a quelques voix, mais partout, et puis c'est normal, il faut que ça existe. Il y a des voix qui vont essayer d'opposer les gens les uns aux autres, comme je disais tout à l'heure. Ne les écoutez pas. Gardez ça. Les gens vivent ensemble à La Réunion. Ils vivent, voilà, en vie, pas forcément complètement mixée, mais côte à côte avec ni mépris, ni condescendance, ni autre chose. Voilà. Moi, je suis heureux de me balader à Saint-Denis, d'entendre le muezzin de la mosquée, d'entendre les clochettes du temple tamoul, de voir le temple chinois à côté, la cathédrale qui va sonner les cloches. Et tout le monde vit en bonne intelligence. Il n'y a pas de crispation sur le thème de la religion. Il y a des gens de toutes les couleurs. Personne ne va faire le reproche à quelqu'un d'être plus noir, plus blanc, plus rouge, plus jaune qu'un autre. C'est génial. Ça existe que là. Donc voilà, le panneau que je tendrai aux Réunionnais, c'est surtout ne faites rien contre cette richesse. Ça serait un crime. Gardez-le, quoi. Et donc si vous pouviez changer une chose à La Réunion, ce serait quoi? Ah, ça serait... si je pouvais changer une chose à La Réunion, ça serait d'arriver à persuader les hommes que les femmes ne sont pas des punching balls, quoi. Et que ni les enfants. Voilà. Il y a un fléau ici, alors qui est souvent sur fond d'alcool, sur fond
d'addiction, mais c'est des violences intrafamiliales. Vous voyez, il y a ce vivre ensemble réunionnais et en même temps, il y a ce paradoxe qui est que on a des violences intrafamiliales très, très fortes et très, très dures. Voilà, je m'occupe aussi avec la déléguée régionale aux droits des femmes, de la cohésion sociale aussi avec les femmes. Et voilà, si je devais changer quelque chose de la Réunion, ça serait d'arriver à instiller dans chaque petit garçon qui naît à la Réunion le fait que jamais il lève la main sur sa femme, ses enfants un jour, etc. Et que voilà, il faut, voilà, si je pouvais changer ça, mais alors bon. Déjà le souhaiter, c'est déjà bien. Mais voilà, j'aimerais bien changer ça. Alors une question, si vous restez une semaine à vivre, qu'est-ce que vous feriez ? Je vais vite au Piton des Neiges parce que je ne l'ai pas encore fait. Ça ne prend pas une semaine. Non, mais déjà, tout de suite. Je vais tout de suite au Piton des Neiges avant de pouvoir le faire. S'il me reste qu'une semaine, parce que je ne l'ai pas encore fait, je dois le faire avant de partir. C'est obligé. J'ai fait beaucoup de randonnées, mais je n'ai pas fait le Piton des Neiges. Et puis, qu'est-ce que je fais ? J'appelle mes filles, je leur dis que je les aime, et puis je les convoque, les trois, avec ma compagne, pour venir à La Réunion. Peut-être pas pour faire le Piton des Neiges, parce que c'est dur, je ne veux pas imposer ça aux autres. J'irai le faire tout seul. Et puis, je convoquerai ceux que j'aime. Voilà, commencer par mes filles et ma compagne, et voilà, qu'elles soient à côté de moi, et voilà, et puis juste boire un coup. Bon, si elles entendent, j'espère qu'elles... Enfin, je transmets par la voix le grand sourire que vous faites quand vous parlez de votre femme et de vos filles. Ouais. C'est magnifique. Absolument. La dernière question, c'est qui est-ce que vous aimeriez entendre dans The Little Big Show ? Ah oui, alors c'est pour ça qu'Olivier Bajard vous a parlé de moi. Exactement. C'est gentil, je suis très très flatté de ce qu'a proposé Olivier Bajard. Shehnaz Bago, vous la connaissez ? Non. Eh bien, vous allez la connaître. Qui est-elle ? C'est quelqu'un de formidable. Alors, c'est, comment on dit ici ? On dit c'est une Zarabe. Ouais. Voilà, c'est une indienne, hindoue et catholique, musulmane et catholique. C'est une indienne, musulmane, catholique, qui est quelqu'un qui est, comme Olivier Bajard et comme moi, passionné par les autres et ce qu'elle peut faire pour les autres. Ok. Elle donne sa vie pour les autres. Voilà. Super. Donc, voilà. Écoutez, Madame Bago, si vous nous entendez... Voilà, Shehnaz Bago, c'est la personne à avoir dans cette émission. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à très vous. bon. Et puis, je vous souhaite du courage là, dans ce qui vous attend sur la suite de la soirée. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien... Vous avez vu que j'aime bien l'imprévu. Donc... voilà, en tout cas merci à vous, et puis ça fait je sais pas si j'avais déjà parlé de moi aussi longtemps que ça, donc ça fait un peu ça fait un peu prétentieux quand même, je me dis, mais bon voilà, mais en tout cas merci. Mais non, vous aurez l'occasion de le réécouter. C'est un peu un psy là, vous m'avez fait faire l'introspection sur ma vie. Eh oui, ça fait du bien de faire une pause, un arrêt sur image. Merci. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Vous êtes encore là, ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez et n'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.